Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui j'interviewe Olivia qui assiste très régulièrement à des réunions à l'ANON. Al-Anon, c'est le pendant pour les proches des réunions des alcooliques anonymes et c'est réservé à l'entourage, donc aux conjoints, aux parents, aux enfants des malades alcooliques, et ils se réunissent sous forme de groupe de parole très régulièrement. Ce qui est particulièrement intéressant dans le témoignage d'Olivia, c'est que ces groupes de parole, chez Al-Anon, ça a constitué pour elle, et ça constitue toujours, un mode de vie où elle trouve de la fraternité. Ce groupe de parole lui permet de faire évoluer son comportement, de travailler la façon dont elle se comporte avec les autres. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Olivia. Bonjour. Merci de bien nous apporter votre éclairage sur un groupe qui accompagne beaucoup les proches des malades d'addiction, en particulier de l'alcool, et qui est à Al-Anon. Donc, écoutez, si on peut peut-être démarrer par ça, est-ce que vous pouvez nous parler d'Al-Anon et puis nous expliquer comment vous y êtes arrivé, vous? Oui, d'accord. Alors, Al-Anon est le pendant pour les familles et proches d'alcooliques, des alcooliques anonymes. Ça a été créé comme les alcooliques anonymes aux États-Unis. Donc, c'est arrivé bien après les alcooliques anonymes, du coup. Oui, c'est arrivé après parce qu'en fait, à l'époque, les AA étaient principalement constitués de groupes d'hommes et les femmes parlaient entre elles, se rencontraient et parlaient entre elles de leur vie, de leurs problèmes avec leur mari alcoolique, et donc je pense que par la force des choses, elles se sont dit que ça serait bien qu'elles s'entraident d'une manière un petit peu plus, qu'elles créent une fraternité. C'est une fraternité à l'Anon, comme les AA. Et une fraternité veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire un groupe d'entraide pour les personnes affectées par l'alcoolisme d'un proche ou de quelqu'un de sa famille, ou de quelqu'un au travail, enfin peu importe où. On dit d'ailleurs qu'un malade alcoolique affecte au minimum 5 personnes de son entourage. Oui, alors que moi j'interviens également en sensibilisation en prévention, donc j'en ai fait toute la journée. Et l'autre stat, c'est qu'on a 10% de la population active, de la population française, en âge de consommer, qui a un problème d'alcoolodépendance. Donc ça fait grosso modo 7 millions de personnes. Donc ce qui est déjà énorme et dramatique. Vous multipliez par 5, vous avez grosso modo la moitié de la population en France qui est concernée de près ou de moins par ce sujet. Effectivement, c'est important. À l'Anon, on est bien d'accord que c'est pour aider l'entourage de personnes qui sont malades alcooliques, alcoolodépendantes, quelle que soit la relation qu'on a avec cette personne. Donc ça peut être son fils, sa fille, son père, ses parents, etc. Exactement, et d'ailleurs il y a des groupes en ce qui concerne, il y a non seulement à l'Anon pour les adultes, il y a aussi à la teen, comme teenager, pour les adolescents, disons de 12 à, je sais pas, 18 ans, de 20 ans, dans ces eaux-là. Enfin, il y a même des groupes où il y a des enfants plus jeunes. Enfin, moi j'ai participé à un groupe, l'unique groupe pour les enfants avait lieu à Paris, à l'église polonaise. C'était en fait les mamans qui amenaient leurs enfants et qui elles-mêmes allaient en réunion, à l'Anon donc, et les enfants avec 2 adultes qui sont un peu des parrains ou marraines pour que les enfants puissent prendre la parole, parce que à la grande différence des adultes qui peuvent être dans des situations compliquées, en ce qui me concerne, c'était mon ex-mari. Moi, je pouvais, enfin, au cas où, j'étais en âge de pouvoir partir, alors qu'il y a les enfants ne peuvent pas partir. Donc voilà, donc ça c'est très très important. C'est très touchant d'ailleurs d'assister à ce genre de réunion parce que les enfants ils n'ont pas la même connaissance qu'un adulte, n'ont pas les mots comme nous on peut les avoir, je veux dire, voilà. Il y a eu un incident avec mon ex-mari qui a fait que je comprenais pas ce qui se passait.
étions nouvellement mariés, enfin mariés depuis 1 an à peu près et très amoureux et il a eu une réaction complètement bizarre, inhabituelle et qui m'a fait peur surtout. Et donc le lendemain, il est parti, il m'a fait une scène de jalousie alors qu'il n'y avait absolument aucune raison d'être jaloux. Il est parti dans la nuit de notre domicile et moi je vivais aux États-Unis à l'époque sur la côte ouest à Los Angeles et donc en gros je me suis renseignée un peu après sur ce qui existait pour on est allé voir un psy et puis parce que moi je lui ai dit que je ne savais pas quoi faire mais les psys ça me paraissait essentiel par rapport à ce acte 2 scène 3 enfin ce côté très dramatique comme ça hein, parce qu'ils ont une propension à être un peu dramatique. Enfin, les alcooliques sont souvent des personnes extrêmement sensibles, très sympathiques, charismatiques, etc. Mais alors, le côté difficile est très présent également. Je vois bien les réactions qui sont excessives quand on est en plus. Moi, quand j'étais alcoolisé, j'allais chercher les discussions difficiles, quoi. J'allais provoquer, alors verbalement, hein, mais heureusement jamais autrement. Mais voilà, pour la faire courte, j'étais lourd, quoi. Et oui, on est dans l'excès. Alors quand on est dans l'excès sentimental, amoureux, c'est cool. Mais quand c'est de l'autre côté, effectivement, ça allait pas. Donc je vois très très bien ce à quoi vous faites allusion. Et juste, donc là, il y a cet incident avec votre mari, il s'en va, il pète un câble, pour faire courte, vous comprenez pas ce qui se passe, vous cherchez un psy. Oui, je cherche un psy qui nous a pas tellement aidé. Enfin, on est allé en thérapie de couple, mais elle pensait qu'il était un buveur mondain. D'accord. Alors, il y a 2 choses, à mon sens, je suis pas du tout spécialiste, je suis pas médecin, mais je veux dire, il y a soit les gens qui boivent, même qui peuvent prendre une cuite, excuse my French, de temps en temps, mais qui sont pas alcooliques. Voilà, c'est genre un soir, je sais pas, 2 fois par an, quoi, vous voyez. Ça, c'est des gens qui sont pas alcooliques, à mon sens. Et puis, il y a ceux pour qui la première gorgée, et puis c'est fichu, quoi. Voilà. Après, alors mon ex-mari, lui, c'était pas du genre à avoir une bouteille de vodka ou de whisky au pied du lit. C'était pas tout le temps, c'était pas du matin au soir, mais c'était quand il buvait que son comportement changeait. En tous les cas, moi j'avais peur. J'avais pas peur qu'il me frappe parce que là, je serais partie. Enfin, si jamais il avait fait ça, je serais partie instantanément. Mais j'avais peur. J'avais peur de ce comportement et j'avais l'impression de marcher sur des œufs. Enfin bon, voilà, c'était très désagréable. Et surtout, je pensais que c'était de sa faute uniquement. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'avais ma part largement également, et que lui, il était malade. Mais ça j'ai mis longtemps, et d'ailleurs, il y a des moments où je doute encore que c'est une maladie. Enfin, ça c'est par rapport à mon dysfonctionnement à moi, que je me dis, il suffit de pas prendre un verre et voilà. Mais non, c'est pas ça l'alcoolisme. Donc en tous les cas, moi, au bout de 2 ans. Il y a des femmes qui viennent en réunion et qui sont mariées depuis 20 ans avec des hommes alcooliques qui sont alcooliques pratiquants, si je puis dire. Moi, ce serait pas possible pour moi. Ça prend du temps, tout ça, d'apprendre un nouveau langage et puis surtout à pouvoir même déjà accepter que c'est une maladie, l'alcoolisme, et puis surtout de vouloir changer mon comportement, parce que moi j'étais beaucoup, j'étais manipulatrice, je couvrais, par exemple, si on avait un dîner que c'était sous influence, je voulais pas y aller, enfin quand je devais décommander en gros le dîner, je mentais, enfin, j'inventais je sais pas quoi comme excuse. J'ai été manipulatrice, j'ai été beaucoup surtout en train de, dans ma tête, en tous les cas, de l'accuser. Je pensais qu'il n'y avait que lui qui était fautif, alors que s'il avait été en chaise roulante, ça aurait été beaucoup plus simple pour moi d'avoir de la compassion par rapport à une maladie. Là, c'est très, très...
cunning and baffling disease. C'est-à-dire que c'est comme de l'eau, s'il y a une inondation, ça s'infiltre partout, quoi. C'est ça. Voilà, je pense que c'est la meilleure des définitions. Oui, ça s'infiltre partout. Et puis ce qui est compliqué, donc c'est une maladie, hein, c'est démontré aujourd'hui. Il y a des IRM qui montrent les zones qui s'éteignent dans le cerveau. Enfin, c'est vraiment un sujet. Enfin, du point de vue en tout cas des scientifiques et des addictologues, le problème de cette maladie, il est double. Elle s'accompagne du déni, c'est-à-dire que pour que ça marche, il faut que le cerveau soit en mode déni. Alors, ce déni inconscient, en fait, il se crée naturellement parce que l'image qui est renvoyée par un addict est tellement moche que le cerveau se bloque et refuse cette réalité-là. Donc, c'est ce qui va expliquer que les addicts mentent, racontent des histoires. Comportement et n'avoue jamais rien. Et puis le deuxième souci, c'est qu'on n'est pas beau, quoi. Pour les proches, si on doit sortir, tu rentres chez des amis à une soirée, etc., être accompagné de quelqu'un qui a trop bu, et qui est moche, ça aide pas à aider les proches qui, effectivement, c'est plus facile d'aider s'il déclenche un cancer ou s'il est en chaise roulante, comme vous dites, c'est clair. Oui, enfin, après du temps, j'ai compris, mais ce que je veux dire, c'est que je suis membre à l'ANON, mais je suis aussi malade qu'un alcoolique. C'est-à-dire que je réagis par rapport à un comportement, et d'ailleurs, je sens quand quelqu'un, même s'il n'y a pas d'alcool en jeu, enfin, il n'y a pas de verre d'alcool devant la personne, le comportement d'un addict, quel qu'il soit, j'ai un... C'est comme Robocop, quoi. J'ai un laser, je le vois tout de suite, quoi. Que souvent, ce sont des comportements qui peuvent avoir beaucoup de charme et beaucoup de charisme. C'est ça le truc. Ils sont souvent très sympas, mais comme c'est une maladie progressive, ça s'empire, quoi, avec le temps. Moi, j'allais à une réunion par jour pendant plusieurs années. Au début, quand j'étais mariée, et même pendant 4 ans, quoi. Je suis allée religieusement, en réunion, parce que j'avais un soutien, j'avais des gens qui comprenaient de quoi je parlais, et avec qui je pouvais m'identifier, même si c'était pas le même contexte, c'était les mêmes émotions, les mêmes peurs, les mêmes toutes sortes de choses, comportements aussi. Surtout, j'ai appris en écoutant les autres comment agir différemment. Alors expliquez-nous comment ça se passe. Donc expliquez-nous. Donc on a compris, les Al-Anon sont des groupes de parole qui accompagnent les proches de malades alcooliques. Comment ça se passe? La première fois que vous avez poussé la porte, racontez-nous. Il y a un cercle avec des gens assis autour, et en tous les cas aux États-Unis et en France aussi, ou alors c'est parfois les uns derrière les autres, ça dépend de la configuration de la salle. C'est plus sympa quand il y a un cercle, que c'est l'idée qu'on est unis et tous égaux, surtout, qu'il n'y a pas de chef. Ça me rend folle, moi. Parce qu'il y a des prises de pouvoir, ça peut arriver. Alors ce qui s'est passé pour moi, c'est que je suis allée en réunion là où j'habitais, donc à Los Angeles. Au début, je comprenais pas vraiment tout, mais ça fait rien. Je suis restée parce que j'ai senti tout de suite déjà de la gentillesse, de l'accueil, et quelque chose qui nous unissait, quoi. Enfin, je veux dire, moi, c'est le processus d'identification qui a fait que je reste, parce que j'apprends des gens qui partagent une situation, et du coup, moi, quand je suis confrontée à une situation similaire, je peux faire comme la personne a fait plutôt que de faire comme je ferais d'une manière dysfonctionnelle. Moi, j'ai beaucoup appris en écoutant ce que racontaient les gens, ce que partageaient les gens, les membres, et on est accueillis avec un petit pamphlet bienvenue aux nouveaux. Il y a pas mal de choses. Maintenant, il est bien fait parce qu'il y a pas mal de brochures qui ont été agglomérées, si je puis dire, certaines que j'avais moi dans mon sac quand j'étais nouvelle, et que je lisais de temps en temps quand j'étais un peu désespérée ou que j'avais peur ou je sais pas quoi, parce que ça prend du temps de se familiariser avec tout ça. J'ai été accueillie, quelqu'un est venu me voir, je pense à la fin, franchement je me souviens pas de la toute première, et est venu me parler, on m'a donné des numéros de téléphone, je crois qu'il y avait même
Forest, enfin une liste de téléphone. Et puis bon, on m'a dit keep coming back. Et voilà, je suis revenue et puis j'ai acheté des bouquins, j'ai lu, j'ai demandé à quelqu'un d'être ma marraine. J'ai commencé à faire les étapes. Alors moi, je suis pas un exemple, je suis pas le poster child des étapes parce que je les fais à ma manière et je les fais pas, enfin comme, enfin bon. Le principal, ça c'est un autre truc qui est génial en Al-Anon pour moi, c'est qu'il n'y a que des suggestions. Donc tout le monde a le choix de faire, pas faire. Après, si on fait rien, ça c'est sûr que le rétablissement va prendre plus longtemps et tout ça. Enfin, je veux dire, si on ne tente pas de savoir comment on fonctionne soi-même et quels sont mes défauts de caractère et mes qualités, et qu'on n'a pas envie de changer son comportement, enfin moi j'avancerais pas si je n'avais pas envie de changer. Bon, je vais parler que de moi, hein. Mais ça se voit, les gens qui ont plus de marraine ou de parrain, qui parlent beaucoup de problèmes mais qui parlent jamais de solutions. Enfin bon, moi en revanche, moi je trouve que c'est bien qu'il y ait des partages sur des gens qui vont très mal, parce que d'une part ça me rappelle dans quel état j'ai pu être moi-même, et surtout ça permet de se libérer un peu, la personne qui partage, et les autres peuvent vous réconforter, quoi. Enfin voilà, et puis après on développe une relation privilégiée avec une marraine en ce qui me concerne, ou un parrain, enfin bon, selon les sexes. Voilà, quelqu'un avec qui vous pouvez parler de problèmes spécifiques. Moi, ça m'arrive parfois de passer un appel parce que j'ai une situation qui est un peu compliquée ou difficile, ou que je ne sais pas très bien comment gérer. Et puis, en parlant avec quelqu'un au téléphone, en général, maintenant, je sais à l'intérieur de moi ce qu'il faut que je fasse, ou voilà, je le sens. Enfin bon, c'est mes tripes qui me disent ce qu'il faut faire, mais parfois c'est bien, par exemple, même d'écrire. Une des choses que j'ai apprises en Al-Anon, c'est qu'on peut dire n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi, mais on peut dire quelque chose à quelqu'un en 3 phrases, ça suffit. On explique voilà. Et ça, par exemple, c'est un truc que j'applique, enfin pas au quotidien, mais que je peux appliquer dans ma vie avec toutes mes relations. Moi, ça m'a aidé par rapport à toutes mes relations, qu'elles soient professionnelles, personnelles, affectives, enfin bon. Je dis pas que je réussis à chaque fois, hein, mais en tout cas, ça m'aide. Et c'est un peu comme un travail de développement personnel, en fait. Ah bah oui, il y a beaucoup de ça. Alors les traditions, comme vous le savez peut-être, on dit que les étapes c'est par rapport à soi, les traditions c'est par rapport aux autres. Les traditions qui permettent de faire en sorte que le groupe soit en bonne santé. Par contre, ce que je n'ai pas saisi, c'est que si j'ai bien compris, vous y êtes toujours. Oui. Alors que vous êtes séparés de votre mari depuis longtemps. Très longtemps, mais mon père était alcoolique, ma sœur était toxico, puis après elle a fini, on est morte d'ailleurs de l'alcool, à la fin c'était l'alcool, et mon beau-père aussi était alcoolique, autre mangeur. Enfin bon, je suis entourée d'addicts, voilà. Mais je ne me souviens pas d'en avoir souffert dans l'enfance. Mais mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans, voilà. Mais j'ai pas ce souvenir-là, en tous les cas. Et vous êtes à l'aise avec la consommation d'alcool, par exemple? Moi, je bois pas, mais c'est juste que j'aime pas l'alcool. C'est pas du tout un choix. C'est comme ça depuis toujours, quoi. Ouais. Donc, c'est peut-être pas plus mal. En tous les cas, j'ai pas ce problème-là. Ouais, mais c'est bien parce qu'il y a commence à y avoir des recherches sur les potentielles transmissions génétiques, en fait, hein, de l'alcoolisme, entre autres. Et ça nous vient d'ailleurs des États-Unis, puisque il y a qu'aux États-Unis, en tout cas les Américains ont le droit de remonter sur les dossiers biologiques des enfants adoptés. En fait, les enfants adoptés sont statistiquement plus addicts que les autres. Et pendant longtemps, tout le monde se dit, c'est normal, c'est parce qu'ils ont un manque à combler. Voilà. Oui.
Et certains médecins américains sont allés chercher un peu plus loin et se sont dit c'est quand même bizarre, des enfants qui naissent dans des familles aimantes, où il n'y a pas de problème d'addiction, il n'y a pas de toxicité, où il n'y a pas la crise de l'adolescence souvent terrible avec les enfants adoptés. C'est bizarre que ces gamins-là deviennent plus addicts que les autres, et du coup ils sont remontés sur les dossiers des parents biologiques, et là, bingo, les parents biologiques étaient addicts. C'est incroyable ce que vous me dites. Ouais. C'est incroyable parce que mon ex-mari était adopté. Et il connaît ses origines biologiques? Il a fait cette recherche après notre séparation, mais on communiquait de temps en temps, et il m'a dit qu'il avait des origines irlandaises. Et les Irlandais sont connus pour avoir un bon coup de... les Irlandais aux États-Unis, en tout cas. Oui. Donc oui, c'est une hypothèse. Donc il y a beaucoup de recherches aujourd'hui dans le monde sur le ou les gènes qui seraient responsables de ça. Enfin, de toute façon, après, pourquoi moi, moi j'ai fait plein de métiers où on était un peu environné par l'alcool. J'ai été commercial, puis responsable commercial dans des boîtes où il y avait toujours une occasion de fêter quelque chose, et j'ai évolué avec des gens qui faisaient autant la bringue et qui buvaient autant que moi. Eux, aucun problème, et pourquoi moi ça s'est transformé en alcoolisme? C'est forcément que j'ai un fonctionnement, un cerveau, je sais pas quoi, des gènes peut-être qu'on vrille. C'est quand on discute avec les dépendants, très très souvent il y a un souci chez les parents ou les grands-parents quand ça saute une génération. Ma mère était alcoolique, j'ai un oncle, je soupçonne aussi très fortement, mais on n'en a jamais beaucoup parlé. Mais donc voilà, c'est une hypothèse. Et du coup, je reviens à mon interrogation. Vous continuez donc à vous réunir, à assister à des réunions à l'Anon. Vous êtes peut-être vous-même marraine d'autres proches. Et pourquoi vous continuez? Pourquoi je continue? Parce que ça a changé ma vie. Moi, j'ai fait beaucoup de thérapie, j'ai fait tout ce que vous pouvez imaginer aux États-Unis. Et j'ai tout fait. Bon. Depuis longtemps, voilà. J'ai fait plein de choses différentes, et j'avais besoin de ça. Et là, non, ça m'aide. Je dis, ça m'aide avec toutes mes relations. Ça m'aide avec. En fait, c'est comment je suis avec les autres, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais vous avez entendu parler dépendants affectifs et sexuels. Il y a les trucs pour les joueurs, pour la bouffe, pour tout ce qu'on peut consommer. Et il y a la codépendance. Les Alanons sont souvent très codépendants par rapport à l'alcoolique ou les alcooliques autour d'eux. Mon beau-père, par exemple, qui était une très forte personnalité, très charismatique, et comme disait une de mes marraines américaines, en parlant de son époux qui était en rétablissement chez les AA, His Majesty the Baby. C'est un peu ça, hein, quand même. Enfin, ceux qui ont une forte personnalité. Je continue à y aller parce que c'est chez moi. Enfin, je suis chez moi en Alanon. Je sais pas comment le dire autrement. Oh, c'est fort, ça, et c'est effectivement hyper important. Moi, là, on s'adresse aux proches de malades qui sont pour la plupart encore dedans, et les proches et les malades, et d'entendre qu'il y a un lieu où on peut se reposer, s'appuyer sur les autres et se sentir chez soi, s'écarter, s'éloigner de cette codépendance, de cette co-culpabilité aussi. Je pense que c'est des messages qui sont hyper forts et qui aident beaucoup, qui peuvent beaucoup aider. Donc non, c'est chouette. Et je m'attendais pas. Moi, je pensais que une fois que le proche était rétabli et que ce rétablissement était un peu, ou qu'on s'était séparés, parce que c'est malheureusement comme ça souvent que ça se produit. Mais je pensais que voilà, on laissait tomber, on refermait la porte à l'Anon. Donc c'est hyper intéressant votre parcours là, et le fait que vous y soyez encore. C'est aussi, si j'entends bien, un outil de développement personnel, on l'a dit, mais aussi un mode de vie, un endroit où on trouve des gens qui vous comprennent, qui sont un peu comme vous, et où on ressent.
Ce qui me manque chez les A, mais que j'ai retrouvé ailleurs, c'est effectivement ce que vous appelez, ce que les A appellent la puissance supérieure, mais moi, je l'ai tout de suite assimilé au groupe et je l'ai dit d'ailleurs assez vite en disant, moi, la puissance supérieure, je suis pas croyant. Par contre, c'est clair que là, il se passe un truc, une énergie en tout cas, que je ressens, qui me fait un bien fou quand je rentre chez moi, je me sens, j'ai la banane, parce que j'ai pris cette énergie-là et ça, c'est une réalité, quoi. Donc vous bénéficiez toujours de ça, et alors que il y a plus de besoin d'accompagner, enfin de vous accompagner par rapport à l'addiction d'approche, quoi. Oui, alors moi, je ne me suis jamais sentie coupable qu'il soit malade. Alors, jamais de la vie. C'était toute sa faute. Rien, moi, j'avais rien à voir là-dedans. Ouais, mais il y a des gens qui se sentent coupables, mais pas moi. Moi, non. Alors, ça, c'est pas mon truc. La culpabilité, elle est plus sur je vais fouiller pour trouver les bouteilles, je vais ouais, j'ai jamais fait ça, moi. L'accuser quand il rentre le soir. Oui. Ah oui, ça, d'accord, oui. Ouais. Ouais, j'ai pas eu ce genre de vie, moi. Enfin, non. Mais il y a beaucoup de ça, effectivement, ouais. Ah bah vérifier, oui. Contrôle. Non, mais moi, j'étais dans le contrôle. Et puis surtout, je suis perfectionniste. Enfin bon, voilà. Tout ça, c'était ma manière à moi mais pas de contrôler les bouteilles, les gens qui mettent avec un crayon ou je sais pas quoi, un stylo, un feutre, le niveau de la vodka ou du gin ou je sais pas quoi. Non, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais couru après mon ex-mari. En plus, à Los Angeles, c'est un peu compliqué parce que c'est en voiture. Mais je veux dire, à son bar, je sais pas s'il avait un bar. Je sais que comme il était scénariste, après les séances d'écriture, ils allaient boire un coup. Donc voilà, il rentrait tard, voilà. Mais je n'étais pas debout à l'attendre. En revanche, je me souviens d'un soir où il y avait un très célèbre talk show host qui terminait, Johnny Carson, je sais pas si vous savez quelque chose, enfin bon, c'était la dernière de la dernière, quoi. C'est un type qui avait fait 50 ans de télé et il n'était pas là, et ça m'a rendu vraiment triste, quoi, qu'on puisse pas partager ce moment parce qu'on l'appréciait beaucoup, il était très drôle, voilà. Et ça, par exemple, j'ai eu des moments comme ça aussi. Vous voyez, c'est pas que de la peur, voilà, c'est aussi de la tristesse. Puis le fait que j'avais l'impression que qu'il pouvait surtout m'abandonner à n'importe quel moment, c'était surtout ça, mes peurs. M'abandonner parce comme il avait fait la première fois, comme ça, en partant au milieu de la nuit, alors que j'avais rien fait, qui pouvait, qui pouvait induire une suspicion de trahison affective ou sexuelle. Alors, j'étais très amoureuse de lui, donc voilà. Et ce que je voulais dire quand vous avez évoqué justement le côté spirituel, pour moi c'est un programme spirituel. Et d'ailleurs à l'époque où j'allais en Al-Anon, moi aux États-Unis, on récitait la prière Notre Dieu qui est au ciel, machin. Bon, à l'époque c'était pas gênant. D'ailleurs moi ça me gênait pas. Enfin bon, maintenant on récite la prière de la sérénité. Mais là-bas aux États-Unis, on se tient par la main. Je veux dire, quand on fait le cercle final, justement avec la prière de la sérénité, on se tient la main. Ça n'a rien d'une secte, c'est juste affectueux. Et je crois que les NA, les narcotiques anonymes, se prennent par les épaules. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais. Mais c'est important de le dire, ça, parce que pour des gens qui sont très éloignés de la spiritualité, voire qui sont athées, c'est bloquant. Hein. Moi, j'ai des patients, puis j'étais un peu comme ça aussi, moi. Et je vois des patients qui me disent « Ah non, moi, dès qu'on me parle de Dieu et qu'on me dit qu'il faut se tenir par la main et chanter ensemble et dire mon Dieu, en plus, laisse tomber, c'est pas mon truc. » Et vraiment, ça bloque bêtement, j'ai envie de dire, des gens. Donc moi, j'encourage, je dis « Mais ok, ce sont des préjugés, essayez, allez voir, et puis vous ferez votre propre opinion. » Mais je pense que c'est important qu'on délivre ce message-là, que oui, il y a cette spiritualité, qu'elle peut faire peur, qu'elle est forcément formalisée d'une manière ou d'une autre, c'est formalisé dans les textes, c'est formalisé à la fin on se tient la main, voire on allume des bougies. C'est pas une secte, loin de là, et comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, on y prend et on y fait ce qu'on veut, c'est-à-dire que si j'ai pas envie de chanter, vous devez réciter la prière de la sérénité, il y a personne qui m'impose et qui m'oblige de le faire, quoi. Mais c'est spirituel, c'est pas. J'ai l'impression que vous utilisez, enfin, si je peux me permettre, que c'est pas religieux, c'est spirituel, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout une religion, c'est spirituel. Après, vous mettez ce que vous voulez dans votre croyance.
tout ça, ça implique moi c'est bon, hein, j'ai bien compris ça. Oui. Comme tous les gens qui s'en sortent, je l'ai compris le jour où j'ai arrêté de me battre moi et où je me suis tourné vers les gens qui pouvaient m'aider. Et voilà, et donc je suis bien conscient que c'est cette énergie, cette spiritualité-là qui m'a permis de m'en sortir, mais ça fait peur. Pour des gens qui connaissent pas du tout, des proches de malades, là en l'occurrence, dire je vais tomber dans un truc où on va réciter des prières, même si c'est de la spiritualité et pas de la religion, ça peut effrayer. Donc voilà. Oui, mais c'est pas des prières, c'est une prière. Ouais. La prière de la sérénité, point. Il y a le mot Dieu. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Et donc, ça va, c'est pas une communion, quoi. Non, mais c'est surtout parce qu'il y a la séparation de l'Église et de l'État en France. C'est pour ça que la France est un pays laïque, alors que l'Amérique, non. C'est pour ça qu'il y a du Dieu à toutes les sauces. Mais d'ailleurs, il y a des brochures là-dessus. Il y a plein de brochures qui expliquent tout ça très très bien. Ok. Moi, et puis le truc qui fait aussi que je reste, enfin à part le fait que moi ça m'aide dans ma vie, c'est que je redonne, par exemple en vous parlant au téléphone, en faisant de l'info publique, en m'impliquant dans la fraternité. Faire du service, c'est une manière pour n'importe qui se sent mal dans sa peau, en arrivant, je veux dire, qui est pas bien, de se sentir faire partie du groupe. Et ça donne ce sentiment d'appartenance et d'être utile. Et effectivement, ça aide, je pense que ça aide beaucoup. Les malades et leurs proches. C'est un des outils, hein. Le service, là je ne les ai pas en tête, mais réunion, service, TAP, j'ai oublié, là j'ai pas enfin bon. Et littérature. Littérature, oui, bien sûr, et puis le téléphone, enfin garder le contact en dehors des réunions, et parrain, marraine, enfin tout ça, ça aide, parce qu'on peut pas être tout le temps en réunion quand on travaille et tout ça, enfin bon, on n'a pas le temps. L'avantage, enfin, si je puis dire, de la Covid, c'est que maintenant sur Zoom, sur n'importe quel fuseau horaire, il y a une réunion, quoi. Ouais. En anglais, il y en a partout dans le monde, quoi. Je veux dire, à n'importe quelle heure. Moi, je suis allée à New York il y a quelques années, et enfin, j'y ai vécu il y a très longtemps. Je fais mes études là-bas. Je suis allée à une réunion physique, et pendant la Covid, j'assistais à cette réunion qui était donc aux heures new-yorkaises, enfin à 3 heures de l'après-midi. Mais bon, comme on était tous coincés à la maison, donc j'ai commencé à y aller vraiment très très religieusement. Déjà le Covid c'était stressant, enfin je veux dire le fait d'être enfermé et tout ça, enfin bon, ça m'a aidé même par rapport à ça. Ça aide par rapport à tout, enfin moi en tous les cas. Eh ben c'est super. Et pour conclure, quand vous dites qu'il y a plein de brochures, de littérature, qui expliquent le fonctionnement des Al-Anon, bien sûr, mais sur la spiritualité. Il doit y en avoir une sur la spiritualité, sûrement. Je vous dis, moi, je connais pas les brochures françaises. Okay. Parce que moi, j'ai commencé en anglais, donc je continue en anglais. Même si je participe, je fais du service au sein de Al-Anon France, mais voilà. Mais il y a plein de choses. Ça, sur le site, il y a toutes les brochures qui existent, que vous pourriez vous procurer si vous voulez, ou même dans une réunion à l'Anon. Vous êtes déjà allé dans une réunion à l'Anon? En fait, non, malheureusement. Par contre, lors de nos réunions, une fois par mois, il y avait une réunion ouverte aux AA, où là, on avait des Al-Anon qui venaient, et ce sont celles qui m'ont le plus marqué, moi, vraiment. De voir le proche impact de notre maladie sur les proches, forcément. Ça, il y a un effet miroir là qui secoue bien comme il faut. Vous savez ce que disent les AA sur les réunions à l'Anon? C'est plutôt ce qu'on dit nous, je crois. C'est que c'est le master 2 en rétablissement, quoi. Ouais. Souvent les AA vont en Al-Anon après. Aussi, pas à la place, bien entendu.
Mais aussi, parce que ça, je vous dis, ça aide, moi, ça m'aide dans toutes mes relations. Ça m'a aidé par rapport à ma mère, ça m'a aidé. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal avec ma sœur. Ça, en revanche, vous voyez, ma sœur, elle est morte des conséquences de ses addictions. Mais je n'ai jamais, malgré le temps que je suis dans les salles, jamais accepté sa maladie. Okay. Je suis pas très fière de dire ça, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est jamais guéri. C'est ça que je veux illustrer en vous disant ça. Moi, je serai jamais guérie parce que j'ai le même genre de maladie. Alors, c'est pas la même chose parce qu'il n'y a pas de substance à ingérer, mais je suis malade de mes pensées, de mes opinions, de mon jugement, enfin, de plein de trucs, quoi. C'est cruel. Enfin, je ne veux pas accepter la maladie de quelqu'un, mais je pense que c'était parce que c'était trop proche et je supportais pas de la voir dans l'état dans lequel elle était, quoi. Entre autres. Ils sont insupportables. Hein. J'ai interviewé, je ne sais pas si vous l'avez entendu sur le podcast, Jérôme Adam. Jérôme Adam, il en a fait un film documentaire de ça et qui est en train de prendre vraiment beaucoup d'ampleur, qui est distribué dans plein de salles en France. Oui. Avant, il intervenait, maintenant il n'a plus le temps, parce que ça prend trop d'ampleur. Et lui, il raconte l'histoire de son frère, en l'occurrence, qui est mort de ses addictions. Et en fait, pareil, il a mis très. Alors, il a dépassé, il a fini par l'accepter, peut-être par lui pardonner, et par se pardonner lui-même. Mais oui, ça a été un chemin très très long, parce que ce qui est le plus compliqué je pense pour l'entourage, c'est que vous vous sentez complètement démuni et impuissant en fait. Et vous l'êtes. Vous l'êtes impuissant. Et vous l'êtes, mais alors là vous l'avez accepté parce que vous avez fait un petit parcours à l'annon. Mais je pense que c'est comme pour les addicts en fait, c'est comme pour les malades. Vous commencez à vous en sortir le jour où vous arrêtez d'essayer de vous battre seul. Et vous acceptez d'être impuissant, c'est la première étape d'ailleurs en l'occurrence. Et pour les proches, c'est pareil, vous commencez à vraiment accompagner et à en sortir vous, en tant que proche, quand vous acceptez aussi d'être démuni et impuissant par rapport à ça, quoi. Oui. Mais c'est facile à dire et très oui. L'accepter, d'ailleurs en Al-Anon on dit, alors je le dis en anglais, awareness, acceptance and action. Prise de conscience, acceptation et action. Ouais, mais la première partie. Il faut sortir du déni, hein. Il y a plein de gens dans le déni. Ça se fait pas. On montre. Il y a beaucoup de gens en Al-Anon qui partagent sur le fait que le père était alcoolique ou je sais pas quoi, et qu'on avait l'air d'être la famille idéale, parfaite, propre sur soi et tout. Puis en fait, c'était l'enfer à l'intérieur de la maison. Ouais. Beaucoup de déni par rapport à l'alcoolisme. Et la famille. Et la famille, ça c'est les Al-Anon qui protègent, qui essayent de protéger, mais ça empêche la personne de toucher un fond. Aussi. Si on fait tout à la place de l'alcoolo, on paye ses factures, je dis n'importe quoi là, on paye ses factures, on appelle le bureau pour dire qu'il est malade. Enfin, moi j'ai jamais fait tout ça, hein, mais il y a plein de gens qui c'est dans la littérature ça. Ça, j'ai eu, je crois que c'est dans un des podcasts d'ailleurs, j'ai eu un programme à Lyon qui s'appelle Bref, où à l'hôpital, on approche sur 3 rendez-vous. Et on a une maman avec un fils qui est complètement addict, et puis on creuse un peu et on comprend que le fils touche le RSA, qu'il est logé, nourri, blanchi, qui en plus de temps en temps lui file un peu d'argent de poche. Et au bout d'un moment, on lui dit, madame, peut-être qu'il a 28 ans le fils, il serait peut-être temps que vous mettiez un peu de distance et qu'il prenne son envol, votre garçon. Oui. Et là, elle nous dit, bah ouais, mais si je fais ça, et qu'il se retrouve dehors et qu'il se retrouve à la rue et qu'il meurt, et bah oui, mais s'il reste à la maison, vous risquez pareil de le retrouver chez vous un jour mort. Et puis c'est pas forcément l'aider que de rester dans ce moment-là, quoi. Peut-être que le mettre en face de ses responsabilités, ça peut déclencher un déclic.
Oui, c'est infantilisant et puis c'est ce qu'on appelle to enable. Oui. Enable, je sais pas comment on le dit en français. Et permettre. Oui, oui, de permettre, oui. Mm. Mais enable, c'est plus fort. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Justement, ça empêche de toucher un fond parce que puisqu'il est protégé de toutes parts, il a aucune responsabilité et donc il fait rien. Enfin, il est dans la maladie surtout. Il reste dans la maladie. Ouais. Puis Alanon aide énormément parce qu'il y a des trucs assez dramatiques. Moi, ma situation était pas dramatique. Hein. Je suis pas partie mariée avec 3 enfants petits en bas âge. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, mais bon, les émotions sont les mêmes, même si les circonstances sont moins tragiques. Moi, j'avais pas de circonstances tragiques. Mais les mêmes émotions sont là dans les partages. J'ai pu me sentir aussi désespérée qu'une femme à qui ça arrive. C'est ça que j'essaie de dire. Ouais, je comprends. Ok, merci beaucoup Olivia. Merci beaucoup, je pense que c'est vraiment hyper intéressant et que ça va aider plein de monde. Ok Christian, merci, ça m'a fait plaisir de vous parler et il y a tellement de besoins. Je suis toujours surprise quand il y a genre une réunion par région de France. Enfin, il y a du pain sur la planche, quoi. Ça c'est clair que malheureusement, on manque pas de travail. Hein.